Bonjour à tous, bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Chaque année, vous êtes nombreux à prendre des compléments alimentaires, ne serait-ce que de la vitamine C ou D, des huiles essentielles ou même à utiliser des crèmes. Et dans cet univers surpeuplé, il est parfois difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi nous rencontrons pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent ces produits. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez. Et c'est aussi une excellente occasion, par ailleurs, de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Chaque émission est l'occasion d'aborder dans le détail un sujet d'actualité et aujourd'hui nous allons parler du microbiote. Et pour aborder cette thématique assez large, nous sommes en direct du laboratoire Minty à Roquefort-la-Bédoule, près de Marseille, enfin plus précisément près de Cassis, avec son fondateur Patrick Martini. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Alors Patrick, j'ai vu que vous étiez physicien de formation, c'est bien cela ? C'est ça, en fait je suis physicien, astrophysicien de formation. Ingénieur, j'ai fait vraiment beaucoup d'études scientifiques et puis à un moment je suis retourné vers mes premiers amours, c'est-à-dire les plantes et les produits à base de plantes. Donc j'ai travaillé quand même dans la haute technologie pendant 20 ans, notamment en gérant des grosses sociétés américaines aux États-Unis. Et puis en 2000 je suis revenu en France, j'ai fait l'école des plantes de Lyon. J'ai fait l'école de détoxination du docteur Morse et j'ai créé mon laboratoire. Donc il y a déjà presque 20 ans. Et comment ce changement s'est opéré ? Comment on passe du jour au lendemain à ces deux univers, c'est le cas de le dire, un peu différents ? En fait, on va dire ça s'est passé d'une manière un petit peu différente parce que c'était vraiment les plantes que je travaillais en premier. Dès l'âge de 13 ans, je savais déjà faire des produits à base de plantes pour faire baisser la fièvre, pour avoir moins de rhumatisme, etc., etc. Donc c'est déjà quelque chose que j'ai fait de tout petit. Après, dans l'éducation, comme j'étais bon en maths et en physique, on m'a dit oui non, tu vas travailler dans quelque chose d'un petit peu mieux que les plantes. Puis finalement, j'ai essayé pendant 20 ans et je suis revenu à mes premiers amours. Et comment vous avez eu l'idée de créer Minty ? Expliquez-nous un peu la genèse de ce projet. La genèse de ce projet, en fait, c'est faite par, on va dire, une fierté mal placée. En 2000, en fait, je suis parti sur l'Everest, histoire de changer un petit peu avec tout un groupe de copains. Mais dans mon groupe de copains, j'ai le champion du monde de karaté, des joueurs de foot du championnat anglais, un joueur de rugby, le vice-champion du monde de sauvetage. Donc je suis un petit peu le guérisseur de la bande et en fait comme c'est moi qui portais la pharmacie qui faisait 2,4 kilos, je m'en rappelle. Donc ça me gêne pas de porter 2,4 kilos jusqu'à 4800 mètres, mais au-delà, j'ai eu des problèmes. Donc je suis arrivé dernier au camp de base de l'Everest et mes amis se sont moqués de moi et je l'ai très mal pris. Donc 3 ans après, on est parti sur l'Annapurna et je me suis dit non, on va faire quelque chose et j'ai fait tout pour développer en fait un gel de première urgence qui est vraiment au début de la société, qui a permis de faire baisser ma pharmacie de 2,4 kilos à 700 grammes. Et je suis arrivé, évidemment, premier au camp de base de l'Annapurna, 3 ans après, en ayant développé ce gel incroyable qui aujourd'hui est vendu dans les magasins sous le nom de Z-Trauma. D'accord, en tout cas c'est pas très sympa quand même parce que vous étiez entouré de sportifs de très haut niveau et finalement ils vous ont laissé porter la pharmacie. Oui, c'est ça, mais bon, je suis un peu une mule aussi, hein. Je suis un montagnard. À la base, je suis originaire des Alpes, des Hautes-Alpes. Et c'est vrai que les montagnards sont de solides gaillards. Bien, on va traiter le sujet du jour. Nous allons parler du microbiote, mais auparavant, on va écouter un micro-trottoir car on a posé la question aux gens. On a voulu savoir s'ils savaient ce qu'était tout simplement le microbiote. Le microbiote, aucune idée. Qu'est-ce que le microbiote ? C'est les vitamines, ça, enfin, pour les intestins, non ? Pas ça ? Le microbiote. Petit, je sais pas. Oui, c'est ce qu'il y a dans les intestins, non, c'est ça là.
La flore bactérienne, c'est ça? Le microbiome, c'est les microbes dans les intestins. L'expliquer, non. Mais je sais ce que c'est. C'est comme il y a les probiotiques, il y a la microbiote, c'est tout ce qui traite à l'intestin, le deuxième cerveau. Le microbiote? Aucune idée, je connais la ville de Biote, mais le microbiote pas du tout. Connaître la ville de Biote, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que finalement, on se rend compte que on a tous une notion plus ou moins vague de ce qu'est le microbiote. On en entend parler, mais ça reste quand même assez abstrait. On l'appelait auparavant, si je dis pas de bêtises, plus communément la flore microbienne. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi, on parle du microbiote? Expliquez-nous comment ça fonctionne. Éclairez-nous, Patrick. En fait, le microbiote, c'est le nouveau mot. C'est ce qu'on appelait effectivement avant la flore microbienne ou la microflore. En fait, ce sont des espèces qui habitent durablement sur ou à l'intérieur d'un organisme vivant. Alors quand je dis sur ou à l'intérieur, donc évidemment on parle de flore bactérienne intestinale parce que c'est à l'intérieur de nos intestins, mais on a aussi une flore cutanée qui vit sur notre peau. Mais c'est de la même manière sur une plante, on va avoir de la flore qui va habiter sur les feuilles ou dans les racines. Vous voyez, donc on va trouver des bactéries, des levures, des virus, et en fait tout ce beau monde interagit ensemble pour fournir en fait la quantité, la majorité des nutriments, la majorité des neurotransmetteurs et la grande majorité des hormones pour le corps humain. Est-ce que le microbiote est le même pour tous déjà? Ah non, le microbiote est différent pour chacun. C'est-à-dire que on a des centaines, voire plus d'un millier d'espèces qui habitent en synergie et qui travaillent pour nous. C'est eux qui produisent pour nous nos nutriments, nos transmetteurs, nos neurotransmetteurs et et beaucoup de choses, et nos hormones. En fait, même deux personnes n'ont pas du tout les mêmes flores intestinales, même des jumeaux identiques ont des flores intestinales différentes. C'est pour ça qu'ils sont différents. C'est pour ça qu'ils pensent différemment. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même conscience et pas la même résilience. D'accord. Alors l'exemple des jumeaux, il est excellent parce que vous dites donc que ce qui va permettre aux jumeaux d'avoir des pensées différentes, c'est le fait qu'ils n'ont pas le même microbiote, ce qui signifie que les pensées sont liées au microbiote. Exactement. C'est-à-dire que c'est le microbiote qui habite dans le microbiome qui génère la grande majorité des neurotransmetteurs. Et on va en parler plus en détail parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peut-être intéressant et nouveau pour la plupart des auditeurs. C'est que effectivement il y a une relation importante mais très importante entre l'intestin et ce qui se passe dans l'intestin et le fonctionnement du cerveau. C'est vrai que c'est important et on se rend compte que la recherche elle évolue et elle avance chaque jour finalement sur ce sujet de l'infiniment petit. Il y a eu beaucoup de progrès. Alors vous dites que finalement dans le microbiote ce sont des bactéries qui sont en nous finalement et sur nous. On ne devrait pas en avoir peur. Alors c'est vrai que l'épisode pasteurien nous a montré nous a proposé une théorie comme quoi effectivement quand on est malade c'est la cause du microbe, mais en fait pas du tout. D'ailleurs il l'a dit sur son lit de mort, en fait peu importe le microbe, l'important c'est le terrain qui est important. En fait la grande majorité des microbes sont neutres pour nous, bénéfiques, et très rarement ils sont pathogènes. C'est vraiment très très rare. Donc non, on a besoin de ces microbes. En fait, depuis, on va dire, dans les années 90, il y a un très très gros projet qui a commencé sur justement le génome humain. Et cette étude a permis de décoder le génome humain. Donc effectivement, on a 22 000 gènes, hurrah, donc on se dit, tiens, c'est génial, ça paraît beaucoup. Puis finalement, quand on compare à, je sais pas, une simple patate à 39 000 gènes, un plant de riz à 44 000 gènes, donc on se dit, mais comment on fait pour être au sommet de la prédation sur la Terre? Comment on fait pour arriver à créer un iPhone ou une peinture ou qu'on ait une conscience? Et en fait,
La réponse à cette question, alors qu'on n'a que 22 000 gènes, c'est qu'on profite de 3,3 millions de gènes que le monde bactérien partage avec nous. Alors, c'est-à-dire qu'on a 22 000 gènes, mais on profite de combien de millions de gènes, vous avez dit, s'il vous plaît? 3 millions de gènes que met à notre disposition le monde bactérien. En fait, notre ADN est beaucoup plus impacté par le monde bactérien que par un chien, un chat ou d'autres mammifères, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que, par exemple, au niveau de la digestion. Allez, on prend ça comme exemple. C'est vrai que la digestion dépend de beaucoup de choses, mais notamment du pancréas. Le pancréas va fournir des enzymes digestives, d'accord? Ça s'appelle le suc pancréatique. Mais en fait, le pancréas peut faire que 17 enzymes. Et mais en fait, pour digérer l'indigestible, pour digérer tout ce qu'on mange, entre les feuilles, les fibres, les fruits, la viande, etc., etc., on a besoin de beaucoup plus d'enzymes que ça pour pouvoir digérer notre nourriture. Et en fait, le monde bactérien crée presque 55 000 enzymes qui met dans le microbiome, donc l'intestin, qui met à disposition de l'être humain pour pouvoir digérer l'indigestible. En gros, on voit que moins de 1% des enzymes sont créées par notre corps et 99% des enzymes sont créées par la flore intestinale. C'est pour ça qu'elle est hyper importante à tous les niveaux. Et là, je vais donner juste l'exemple de la digestion. 99% des enzymes sont créées par la flore intestinale, c'est ça. C'est bluffant. Alors, c'est vrai que c'est bluffant. On se dit, c'est incroyable, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé, je vais reprendre un petit peu, je vais partir en arrière un petit peu pour voir un petit peu comment on en est arrivé là. Quand on s'est rendu compte que en fait le génome humain n'était pas énorme, on s'est dit mais d'où viennent toutes ces capacités qu'on peut faire, quoi. Et donc on a commencé à utiliser des méthodes génomiques pour non pas savoir quelles sont les actions de telle ou telle souche bactérienne, mais en fait pour voir à l'instant T quels sont les espèces, combien il y a d'espèces bactériennes qui populent un certain, par exemple, nocelle. Et on s'est rendu compte que le nombre était phénoménal. Le nombre était phénoménal. Et en fait, quand on a beaucoup plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines. Alors, dans les années 90, 2000, on disait que on avait 10 000 milliards de cellules humaines pour 100 000 milliards de bactéries. Aujourd'hui, la recherche qui n'arrête pas d'avancer nous montre qu'en fait, c'est plutôt on est 40% humain et 60% bactérien. En fait, toute cette étude sur le génome humain et l'écosystème lié au microbiome et au microbiote nous a donné une idée un petit peu plus claire de ce que c'était d'être humain. Être humain, en fait, c'est être un écosystème qui vit en synergie entre des cellules humaines et des bactéries. En fait, notre enveloppe permet en fait aux bactéries de s'exprimer. Donc vous dites que nous sommes 60% bactériens et 40% humains. On a plus de bactéries que de cellules humaines. C'est fascinant. Oui, mais c'est notre nature. Et c'est comme ça dans la nature. Le monde bactérien qui était présent dès la création de l'apparition de la vie sur Terre, en fait, est primordial et prépondérant. Dire que une maladie est la faute d'un microbe, c'est vraiment un raccourci un petit peu, on va dire osé, parce qu'en fait, on est bactérien. Et justement, est-ce que les découvertes qui ont été faites depuis ces dernières années sur le microbiote et puis sur l'impact positif de ces bactéries et tout ce que vous venez de nous décrire, dans quelle mesure et comment cela a chamboulé les traitements que l'on pouvait avoir pour traiter telle ou telle pathologie? Parce qu'en réalité, depuis longtemps, c'était la bactérie l'ennemi. Exactement. Pendant des années, la bactérie a été l'ennemi et on l'a vu avec l'utilisation à outrance des antibiotiques.
Mais maintenant, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire attention et prendre en compte notre microbiome et notre microbiote. D'ailleurs, alors je suis aussi hygiéniste, hein, et dans notre matière, c'est-à-dire comment maintenir une bonne hygiène de vie, il y a vraiment deux choses qui nous met un petit peu à part. C'est que on considère que la flore intestinale, donc le microbiote, est un organe. Donc tout ce qui est mauvais pour le microbiote est mauvais pour le corps humain. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et la deuxième chose, c'est qu'on prend en compte aussi le système lymphatique qui est gigantesque et qui permet l'élimination des déchets dans le corps. Mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que vous pourriez revenir un instant sur la différenciation entre le microbiome et le microbiote pour celles ou ceux d'entre nous qui nous écoutent et qui n'auraient pas tout à fait saisi? Alors pour certains, c'est évident, pour d'autres, un peu moins. Alors le microbiote, donc c'est l'ensemble des micro-organismes, et le microbiome, c'est l'espace de vie du microbiote. C'est sa maison, si on peut l'exprimer ainsi. C'est sa maison, voilà. Donc pour le microbiote buccal, c'est la bouche, hein. Pour le microbiote intestinal, bon, mais ça va de l'estomac à l'anus. Oui. Pour le microbiote cutané, c'est la peau. On se rend pas compte au niveau poids, par exemple, ce que ça représente. Mais en gros, on a 1,2 à 1,5 kg de micro-organismes dans notre corps, dont 200 grammes sur notre peau. 200 grammes sur la peau. 200 grammes sur la peau. Ah oui, c'est étonnant, hein. Et cette flore aussi qui est au niveau de la peau nous permet en fait de nous protéger d'autres espèces qui pourraient s'installer durablement sur la peau. Elle permet aussi d'éliminer les déchets qui sont éliminés via les pores et qui sont mis à la surface de la peau. Alors avec toutes ces bactéries que nous avons, hein, on rappelle, vous avez dit qu'on était 60% bactériens, une question peut-être un peu stupide, mais comment on identifie les bonnes et les mauvaises bactéries? Alors c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans le corps. Effectivement, il y a des choses qui sont pathogènes, mais en fait le corps a besoin de toutes ces bactéries. C'est l'équilibre en fait entre ces bactéries qui doit être beaucoup plus étudié. Excusez-moi, mais donc vous dites qu'on a besoin même des bactéries pathogènes, que l'essentiel en fait c'est l'important, c'est l'équilibre. L'important c'est l'équilibre et la variété. Donc plus on a de variétés différentes, plus il y a d'interactions en fait entre les personnes, plus en fait on s'enrichit de variétés, de souches différentes qui vont plus ou moins coloniser notre microbiome, quel qu'il soit, que ce soit le nez, la bouche, les intestins, la peau. Et on voit que ça se fait vraiment très très rapidement. Par exemple, il y a une étude qui montre que sur le baiser, d'accord, qui montre que en fait les couples qui s'embrassent plus de 10 secondes par jour ont, après quelques semaines, un microbiote buccal similaire. Waouh. Alors c'est exactement pareil pour le microbiote cutané. Les gens qui se touchent, qui ont des contacts peau à peau, en fait, le microbiote n'a qu'une envie, c'est de partager et de se diversifier. Et effectivement, les gens commencent à avoir un microbiote cutané assez similaire. Ah, c'est hyper intéressant, mais en même temps c'est un peu flippant pour tout vous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à s'embrasser? Non, embrassons-nous. Mais parce que du coup c'est les bonnes et les mauvaises bactéries en réalité qu'on échange. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises bactéries. Il y a que des bactéries qui sont pas dans leur milieu et qui vont pas nous être nécessaires. Et donc c'est vraiment le nombre et la variété du nombre de souches qui est importante, qui pour la bonne santé. Je vais vous donner un autre exemple parce que ça c'est un autre sujet qu'on va peut-être toucher plus tard dans l'émission. C'est sur les enfants qui ont le syndrome autistique. On voit en fait que leur intestin, enfin ils ont des problèmes intestinaux,
dans 80% des cas. Dans la grande majorité des cas, ils ont une espèce qui s'appelle le Clostridia, qui est généralement présente dans tous les intestins, mais en petit nombre. Et ce Clostridia, il a son activité, il a son utilité, mais dès qu'il dépasse un certain seuil, comme il ne sait pas exactement quel neurotransmetteur à produire pour avoir une bonne fonction, on va dire, du cerveau, eh bien, en fait, quand il va être majoritairement présent dans l'intestin, eh bien, il va pas produire les bons neurotransmetteurs pour une bonne utilisation du cerveau. On va revenir un peu plus tard sur ce sujet parce que vous dites que il y a un lien donc entre les enfants touchés ou atteints d'autisme et la présence de cette bactérie surdéveloppée dans le microbiote. On va y revenir après. Mais auparavant, j'aimerais vous poser une question et savoir si le microbiote évolue en fonction du temps ou si il est le même entre notre venue au monde et puis finalement le moment où on s'en va. Alors, c'est une question assez complexe parce que effectivement, on reçoit, en fait, nos premiers habitants microbiens viennent de la flore vaginale de la mère. Donc, effectivement, quand un enfant naît par voie basse et qu'il est allaité, parce que l'allaitement aussi apporte quelques non seulement du microbiote, mais aussi des prébiotiques, c'est-à-dire de la nourriture pour les microbes. Attendez, ça c'est une information importante, c'est-à-dire que dans le lait, il n'y a pas que de la nourriture pour l'enfant. Il y a 220 prébiotiques qui vont nourrir les microbes dans l'intestin pour que ces microbes puissent coloniser l'intestin de l'enfant. D'accord. Donc dans le lait maternel, il y a des prébiotiques qui sont la nourriture des microbes. Exactement. Ce n'est pas que de la nourriture pour les cellules humaines de l'enfant. Pourquoi on n'entend jamais parler de ça finalement? Parce qu'il y a aussi des débats sur la nécessité du lait maternel, etc. Enfin bon, c'est un gros sujet en fait. Moi, je me prononcerai pas là-dessus évidemment, mais c'est un grand sujet. Mais dans les informations qu'on peut recevoir, c'est rarement dit. Effectivement, c'est vrai qu'on veut toujours avoir une approche un petit peu cartésienne et savoir ce qui se passe, mais en fait, le processus digestif est un processus hyper complexe. Et cette synergie entre des milliers d'espèces dans notre intestin, sur notre peau, dans notre bouche, en fait, on a du mal à comprendre. Enfin, c'est peut-être l'écosystème le plus complexe de la Terre, voire de l'univers, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à appréhender. En fait, pour arriver, par exemple, à faire un nutriment, on a besoin d'une série d'activités venant de souches différentes. D'accord ? Par exemple, vous mangez quelque chose, donc une première bactérie, une première souche bactérienne va faire un premier compost avec cette nourriture qui va être pris par une deuxième bactérie et une troisième et une quatrième pour peut-être au final, après 50 étapes, faire un nutriment. On peut peut-être rappeler ce qu'est un compost ? Oui, en fait, une bactérie va digérer la nourriture qu'on ingère. Et cette digestion va créer un composant, un compost, on va dire, qui lui va être la nourriture d'une autre souche. D'accord ? Mais et chaque souche va créer un compost à partir de cette nourriture digérée, prédigérée, redigérée, redigérée. Et en fait, c'est comme vous savez, les jeux avec les dominos où on les met tout droit là et on pousse un domino d'un côté et au final, voilà, tous les dominos se couchent. En fait, la digestion, c'est exactement ça. Il peut y avoir des centaines d'espèces qui font un travail avant que le bol alimentaire soit changé en un nutriment, un neurotransmetteur ou ça peut être une toxine aussi, qui va être utilisée par notre corps. Et encore une fois, c'est fascinant et ça donne vraiment à réfléchir parce que quand on pense à toute la quantité de nourriture qu'on ingère quotidiennement, on se dit waouh, c'est fou le travail que je donne à mon organisme. C'est ça, le travail qu'on donne à notre organisme qui est phénoménal et c'est lui qui fait le boulot. C'est lui qui fait le boulot pour notre enveloppe. Et le truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est que on voit, il y a des études qui ont été faites entre
le microbiote des chasseurs-cueilleurs d'il y a 4000 ans et notre microbiote aujourd'hui, on voit qu'il y a une très très grosse différence entre la variété des espèces qui habitent dans l'intestin. Et on voit en fait qu'il y a une corrélation entre le nombre et cette variété microbienne dans l'intestin et l'apparition de maladies sociétales. D'accord ? Comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. C'est des choses où le microbiote intestinal a un effet. Alors quand on mange toujours la même chose, quand on mange une nourriture plutôt transformée, effectivement, notre microbiote intestinal a tendance à s'appauvrir. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une nourriture très variée, plutôt bio, plutôt crue, plutôt vivante, et ça c'est ce qui permet de réenrichir notre flore intestinale, tout en embrassant aussi le plus de gens possible. Bien, alors on va prendre une première question que vous nous avez laissée sur notre messagerie WhatsApp. Vous le savez, sur NutriCast, on vous donne les sujets que nous allons traiter via nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook notamment. Et puis on vous demande si vous avez des questions et si vous voulez intervenir. Vous nous avez laissé quelques questions donc sur notre messagerie WhatsApp et on en écoute une tout de suite. Bonjour, Sébastien Dumont. Je voulais savoir si les antibiotiques étaient mauvais pour le microbiote. Grande question. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir le temps d'y répondre avec toute la complexité qu'elle représente. Mais bon, est-ce que les antibiotiques sont mauvais pour le microbiote ? Alors, c'est une très très bonne question. En plus, il y a une étude récente de l'Université de Londres qui a fait une étude sous placebo sur l'impact de certains antibiotiques comme l'Augmentin sur le microbiote. Et en fait, un seul cachet d'Augmentin, un seul, va tuer 90% de votre flore intestinale. 90% ? 90%. Et certaines souches, en fait, vont mettre presque jusqu'à 6 mois pour revenir maintenir l'équilibre dans l'intestin. Alors attention, c'est vrai que bon, il faut pas être contre les antibiotiques parce que c'est vrai que pour certaines infections, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est un apport qui a permis de sauver des millions de vies. Mais la problématique, c'est que dans 90% des cas, on va utiliser, surtout dans la zone ORL, des antibiotiques alors qu'on a une infection virale ou sur lequel les antibiotiques n'ont aucun effet. Par contre, ils vont avoir un effet très destructeur sur la flore intestinale. C'est vrai que certains médecins vont dire oui, mais ça n'a pas d'effet sur l'infection virale, mais ça peut éviter des complications. Moi, ce que je dis, c'est que c'est vrai en théorie, mais autant utiliser des méthodes naturelles comme l'homéoprophylaxie, c'est-à-dire de l'homéopathie, on va dire, qui permet plutôt de stimuler le système immunitaire. Alors attention, c'est pas donc ça montre bien qu'il faut être prudent avec les antibiotiques. C'est pas des substances à prendre à la légère à cause de l'impact gigantesque en fait qu'ils vont avoir sur la flore intestinale. Et on voit aussi une corrélation entre des maladies type allergie chez les enfants et le nombre de prises d'antibiotiques qu'ils ont eu quand ils de 0 à 1 an. Il y a une corrélation hyper importante entre l'apparition de certaines maladies et la prise d'antibiotiques. Alors, une nouvelle fois, ça donne matière à réfléchir parce que quand vous dites qu'un seul cachet d'Augmentin, ça détruit 90% de la flore intestinale, en général, on sait que les traitements antibiotiques, c'est pas une journée, c'est beaucoup plus long. On s'imagine quand même les dégâts considérables. Très considérables. Mais bon, c'est possible de les gérer. C'est-à-dire que la problématique vient du fait que parce que la flore a été décimée, il faut faire très très attention à ce qui se met à la place. Et c'est là que se pose la problématique de certaines espèces microbiennes qu'on va appeler pathogènes, mais c'est juste qu'ils sont opportunistes et qui sont souvent en fait résistantes aux antibiotiques. Par exemple, le Clostridia dont on parlait tout à l'heure est souvent en fait résistant aux antibiotiques.
Donc lui, puisqu'il va y avoir de l'espace et qu'il est opportuniste et qu'il y a de la nourriture, il va se développer avec, on va dire, un pourcentage beaucoup plus important qu'un intestin de quelqu'un qui est en bonne santé. Alors pour synthétiser, on va dire que lorsqu'on prend des antibiotiques, en réalité, ils détruisent une bonne partie des bonnes bactéries du microbiote. Les mauvaises bactéries pathogènes, elles, du coup, lui résistent et ont plus de place pour se développer. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a... avant, quand on avait un traitement antibiotique, on donnait de l'ultralevure. C'est une espèce spéciale qui est les Saccharomyces boulardii, en fait, qui est résistante aux antibiotiques et qui permettait de pas laisser trop d'espace à certaines espèces pathogènes. Alors donnez-nous une bonne nouvelle. Est-ce que le microbiote, la flore intestinale, se reconstruit? Comment et dans quel délai? Oui, elle se reconstruit si on fait les choses comme il faut, et elle se reconstruit même dans des cas très graves comme les études de Natasha Campbell avec qui on travaille sur l'autisme, ou le docteur Clavera en Espagne. On voit très bien qu'avec 18 mois d'effort, on arrive à changer le microbiote d'un enfant autiste. Et il change totalement, il redevient social. On arrive à sociabiliser quelqu'un en changeant son microbiote. Mais ça demande un effort très très important. Ça demande un effort aussi sur le bol alimentaire, parce que c'est l'alimentation qui va permettre de changer en fait ce biote intestinal. Quand vous dites que ça demande un effort extrêmement important, de quel type d'effort on parle? Essentiellement l'alimentation. Donc elle est toujours liée à un changement alimentaire, et on sait combien ça peut être difficile, surtout si on est des parasites. Si on a des parasites, c'est-à-dire? En fait, un parasite, c'est un business qui marche sur Terre, donc c'est 40% des espèces sur Terre sont des parasites, c'est-à-dire qu'ils vivent sur ou à l'intérieur d'autres organismes vivants, et leur but est toujours de contrôler leur hôte. Et en fait, on voit que certains vers parasites stimulent la dopamine en nous, c'est-à-dire l'hormone du plaisir, quand on leur donne ce que eux veulent. Donc c'est vrai que si on n'a pas éliminé les parasites, on peut pas être nous-mêmes, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va nous limiter, parce que le parasite, quand c'est comme un dealer de drogue, quoi. Il va nous piquer avec de l'hormone du plaisir quand on lui donne ce que lui veut. Et c'est essentiellement des produits morts, de la viande, ou alors du sucre. Des gâteaux, des trucs à base de blé, enfin des choses très... ils adorent ça. C'est un peu le système des poupées russes finalement, parce que dès qu'on évoque un sujet, à l'intérieur il y en a un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et là, vous nous dites que finalement les parasites, ils s'installent chez nous, et ils stimulent la dopamine qui est l'hormone du plaisir, c'est ça? Il va stimuler par des neurotransmetteurs. Il sait exactement les neurotransmetteurs à créer pour stimuler la création de dopamine. Donc pour avoir ce sentiment, cette sensation de plaisir. Et effectivement, c'est ça qui explique les problèmes compulsifs sur la nourriture. C'est-à-dire que quand quelqu'un sait très bien qu'il faut pas qu'il mange ce gâteau à côté de lui, il sait qu'il faut pas que s'il le mange, il va être malade, mais qu'il peut pas s'empêcher de se jeter dessus et de le dévorer, en fait, c'est pas lui. Et donc c'est ça qui est une barrière au changement alimentaire. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent... C'est en ça que le changement alimentaire qui est nécessaire pour changer le microbiote intestinal, une des barrières, c'est les parasites. D'accord, donc effectivement, on peut avoir la meilleure volonté du monde. S'il y a des parasites en nous qui s'amusent à nous faire craquer, ça devient mission impossible. Et la question qu'on se pose donc, comment on s'en débarrasse? C'est assez facile en fait. C'est par exemple avec des vermifuges. Nous, on produit des vermifuges. La plupart des patients qu'on a, puisque en fait dans notre laboratoire, on fait des produits, on les vend dans beaucoup de points de vente, mais on a aussi une patientèle. On traite des gens en naturopathie. Et on s'est rendu compte il y a très très longtemps qu'on peut pas faire maigrir quelqu'un qui a des vers, par exemple. C'est pas sa faute.
C'est pas qu'il n'a pas de volonté, c'est que cette volonté, elle est impactée négativement par la présence de parasites qui lui font penser les choses autrement. Et comment on sait si on a des parasites? Il y a des symptômes? Alors, chez les enfants, 85% des Français ont des vers, hein, donc c'est pas quelque chose qui est 85%. 85% des Français ont des vers et des parasites. Ils sont partout, on peut pas éviter les vers. Ils sont vraiment partout. On peut pas. C'est comme dans une maison, on peut pas éviter la poussière. On est obligé de passer l'aspirateur de temps en temps, quoi. Dans le corps humain, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, il y a une pratique ancestrale. Moi, mes parents, mes grands-parents, tous les automnes et tous les printemps, allez hop, il fallait y passer. Hein, il fallait faire un traitement vermifuge. C'est un peu comme les animaux, en fait, comme les chiens. Comme les chiens, comme les chats, Là, récemment, j'ai travaillé sur un élevage de poules aussi, où dans leur jabot, ils ont beaucoup de vers parasites. Après, pour les enfants, il y a quand même des signes, par exemple, l'hyperactivité. Hein, avant de donner des médicaments qui vont avoir un impact sur leur mental, autant les vermifuger, quoi. Et dans la grande majorité des cas, l'hyperactivité peut être réglée, atténuée en éliminant les vers. Quand, par exemple, les enfants se grattent le nez, l'anus, le vagin pour les petites filles, si ils ont de la bave sur leur oreiller quand ils se réveillent le matin, enfin il y a des petits signes comme ça qui montrent qu'il y a une présence de vers importante. Patrick Martini qui est sur NutriCast aujourd'hui. Patrick Martini qui est le fondateur du laboratoire Minty. Je vous invite à découvrir son site internet pour en savoir davantage. Mint, MINT-6 ELABS.fr, le laboratoire Minty. On parle aujourd'hui avec Patrick Martini, on parle du microbiote et à l'instant on évoquait les parasites et puis l'importance de s'en débarrasser surtout. Je vous propose d'écouter une seconde question auditeur. Bonjour, Maria de Paris. Je voulais savoir quels sont les meilleurs probiotiques. Merci. Alors, on va dire la réponse... c'est la réponse de mon laboratoire, c'est-à-dire que effectivement, il y a des espèces... des bifidobactéries qui sont vraiment intéressantes, mais pour nous, dans notre laboratoire, c'est la variété qui est toujours beaucoup plus importante que telle ou telle souche particulière. Donc on travaille vraiment sur la complexité et apporter, enrichir en fait ce microbiote intestinal. Donc sur le marché, vous allez trouver des probiotiques, vous avez 4 ou 5 ou 10 souches à 10 milliards. Dans notre laboratoire, on a fait exactement le contraire, c'est-à-dire que on a mis 700 souches de probiotiques dans une gélule pour mimer en fait la nature. En fait, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on n'a pas répondu entièrement en fait à d'où vient le microbiote. Le microbiote initial, il vient de la mer. Après 838 jours, il est mix, donc après déjà 2 mois et demi, il vient du père et de la mère. Et après, ce qui impacte le plus la présence de bactéries, enfin de micro-organismes sur l'intestin, c'est l'alimentation. C'est grâce à l'alimentation qu'on va pouvoir changer en fait cette flore intestinale. Pourquoi ? Parce qu'en fait les micro-organismes, ils viennent de la terre. D'accord ? Ils sont déjà sur le fruit qu'on va cueillir, ils sont déjà sur le légume au sol qu'on va manger, ils sont déjà dans la racine de la plante qu'on va manger. Et parce qu'en fait c'est ça dont on a besoin. On a besoin de l'aide digestive du microbiote, mais qui est déjà présent sur le fruit, le légume, la racine qu'on va manger. Donc pour nous, l'ensemencement ou le réensemencement de l'intestin devait se faire avec
des bactéries, des levures, des ferments, on va dire, qui sont déjà présents sur des fruits et sur des légumes. Donc c'est ce qu'on a fait. On a réalisé en fait une genre de choucroute où on a plus de 700 souches. Et ces 700 souches mélangées au bol alimentaire va permettre de prédigérer, de digérer le bol alimentaire, de passer dans l'intestin et de coloniser l'intestin. On marque une toute petite respiration et on revient juste après avec cette question. Qu'est-ce qui fait du bien à notre microbiote? On veut absolument la réponse, Patrick. Alors, Patrick Martini, qu'est-ce qui fait du bien à notre microbiote? Éclairez-nous. Alors, ça va être un peu bizarre, hein, parce que Ça commence bien. C'est l'hygiène de vie en fait. C'est l'hygiène de vie qui va vraiment avoir un impact important. Donc, il faut dormir suffisamment, il faut faire de l'exercice fréquemment. Il faut manger une grande variété de plantes fraîches et bio si possible. On n'a pas parlé de ce cadre-là, bio versus non bio, parce que en fait, c'est vrai que certains produits phytosanitaires comme le glyphosate sont vraiment très très mauvais pour notre flore intestinale, aux grandes dames d'une grande compagnie dont je tairai le nom. Mais il faut donc, c'est les fruits et les légumes frais, bio si possible, qui vont favoriser en fait la croissance d'une flore bactérienne variée. Par contre, il faut minimiser les glucides raffinés, hein, tout ce qui est sucre, surtout tout ce qui est sucre à base de blé. Hein. Le sucre du blé, c'est l'amidon, et l'amidon est un sucre lent très très important qu'il faut diminuer. Il faut diminuer aussi certains médicaments, l'alcool. L'alcool n'est pas très très bonne pour le microbiote intestinal. Même le vin. Même le vin, effectivement. Bon, alors après, il faut pas tout supprimer, mais c'est vrai que c'est l'excès qui est mauvais. L'excès d'alcool n'est pas terrible pour l'équilibre microbien. Mais comme je vous dis, c'est pas lié à telle ou telle plante. C'est lié plus à la variété, d'accord? Alors, il y a aussi ce qui va nourrir en fait le microbiote, qui est très intéressant. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle des prébiotiques, d'accord? Un probiotique, c'est de la flore, hein, c'est vraiment le microbe sous une forme qui va lui permettre de coloniser l'intestin. Le prébiotique, en fait, c'est ce qui va nourrir le microbe. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est un prébiotique? C'est la pectine, l'inuline, la gomme goire, le baobab, les racines de chicorée, les asperges, les feuilles de pissenlit, l'ail, les oignons, les poivrons. Enfin, donc, dans tous ces légumes-là, dans tous ces fruits-là, on va retrouver des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres qui vont permettre de nourrir notre flore intestinale s'approfite, c'est-à-dire c'est la flore intestinale bénéfique pour notre intestin et notre corps. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait de manger cru, mais est-ce qu'il faut toujours manger cru ou faut-il cuire plutôt ces aliments? Quelque chose qui est hyper important, c'est l'eau. En fait, un fruit ou un légume cru, c'est 90% d'eau. L'eau va rafraîchir le corps. Par contre, dès qu'il fait froid, on a besoin de moins d'eau. D'accord? Donc la cuisson nous permet aussi de diminuer en fait le pourcentage d'eau dans la nourriture et donc va permettre de moins rafraîchir le corps et de le réchauffer ainsi. Merci Patrick pour ces précisions. On peut peut-être revenir un instant sur la philosophie de Minty. Vous disiez tout à l'heure que vous essayez de mimer un peu ce qui se passe dans la nature. En fait, en étant hygiéniste, c'est-à-dire on essaye de mimer ce qu'on va retrouver dans la nature. Et donc dans notre concept, hein, surtout au niveau de l'équilibre de la flore intestinale, on n'essaye pas d'agir par exemple sur la cellule et sur les gènes, on essaye d'agir sur
l'épigénétique, c'est-à-dire le terrain, l'environnement de la vie de tous les jours. On va plutôt, on a mis la nutrition au centre du laboratoire, c'est-à-dire que tous les compléments alimentaires qu'on produit, et on en produit beaucoup, en fait, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. C'est pas très vendeur. Ils ne servent à rien, effectivement, si on n'a pas une bonne hygiène alimentaire. On a beau prendre les meilleurs probiotiques du monde, si on boit une bouteille de whisky tous les jours et qu'on mange que des pizzas 3 fromages tous les jours, ça va pas le faire. Donc l'alimentation est quelque chose de primordial et d'important. On peut pas le mettre de côté et dire tenez, prenez ma pilule et vous verrez, mais ne changez pas vos habitudes, vous pouvez continuer à manger ce que vous avez l'habitude de manger. Il faut être vraiment humble par rapport à ça, et l'alimentation est au centre de l'entreprise. Après, effectivement, quand on arrive à le changement alimentaire fait partie des choses qui sont importantes pour nous. Donc, on développe des outils pour arriver au changement alimentaire. Et les outils, c'est notamment un vermifuge bio, qui est le seul d'ailleurs en Europe, qu'on produit au sein du laboratoire et qui permet d'éliminer presque 1500 différentes souches de vers ronds, c'est-à-dire 95% des vers qu'on va trouver dans l'intestin. Et ça va donner aussi un petit coup derrière les oreilles à certains protozoaires, à certaines amibes, un petit peu aux candidats. Donc ça va permettre de changer un petit peu l'équilibre, de faire le vide sur certaines espèces parasites. Et du coup, comme la nature n'aime pas le vide, ça va donner l'opportunité à certaines autres espèces bénéfiques de s'installer. Et de se développer. Et de se développer et de coloniser. Et si ces espèces bénéfiques colonisent en fait l'intestin, ça laisse moins d'espace pour les autres pour s'installer. Et vos produits, on peut les trouver où? Vous parliez de ce vermifuge, j'imagine qu'il y a d'autres produits. Où est-ce qu'on peut les trouver? Oui, alors il y a d'autres produits, notamment un prébiotique révolutionnaire qu'on a fait avec 700 souches. Et on va trouver ces produits dans la grande majorité des magasins bio en France et quelques pharmacies. On est distribué dans à peu près 3000 points de vente en France, donc c'est assez facile de nous trouver. Sinon, sur notre site, on peut avoir des informations des points de vente qui revendent nos produits sur notre site qui est www.mint-elabs.com. Le .fr fonctionne aussi. De toute manière, nous allons mettre un lien sur notre site vers le vôtre de manière à ce que chacun puisse se renseigner. On se dirige vers la fin de l'émission, Patrick, et dans un tout petit instant, vous allez nous donner une astuce bien-être et puis vous allez répondre à 5 petites questions rituelles. Alors Patrick Martini, en préparant cette émission, on vous a demandé de nous donner une astuce bien-être qui aide assez immédiatement à améliorer le quotidien de ceux qui nous écoutent. Quelle est votre astuce, Patrick ? Alors au niveau puisque l'émission c'est quand même sur le microbiote et le microbiome, c'est vrai que manger de la nourriture fermentée, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire et qui est à la base de beaucoup de cultures. La choucroute, les kimchi en Corée, en Asie, on mange beaucoup de soja fermenté, de tofu, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que la nourriture fermentée, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. C'est une astuce d'équilibre qui est intéressante. C'est très important aussi de manger quelque chose fermenté non pasteurisé. C'est-à-dire que, en fait, pour une choucroute, on va facilement faire une choucroute. On prend un chou, on le coupe en morceaux, on le met. Et il y a des ferments qui sont déjà dans le chou. À partir du moment où on va le laisser dans une solution, le chou va fermenter, va être prédigéré.
par ses ferments lactiques, par ses probiotiques, on va dire. Et en fait, un gramme de choucroute est extrêmement riche, quoi, en termes de probiotiques. Alors, il faut pas la faire bouillir, il faut la manger un petit peu réchauffée, hein, et non seulement on a des probiotiques, mais on a aussi tous les nutriments qui ont été réalisés par les probiotiques déjà présents dans le chou. Alors, permettez-moi, Patrick, je souris parce que tout à l'heure, on parlait de l'inutilité de prendre des compléments alimentaires si ce n'était pas lié à une bonne hygiène de vie, à de bonnes résolutions. Et là, en fait, maintenant, le message, manger de la choucroute. Alors, je parlais pas des saucisses, du lard et des choses comme mince. ça. Bien, alors sans transition, et pour terminer cette émission, Patrick, et afin de mieux vous connaître encore, je vais vous poser 5 petites questions. La première, si vous étiez une plante, laquelle et pourquoi ? Alors, la plante vraiment qui nous impressionne le plus, c'est le plantain. Le plantain ? Ouais. Le plantain, parce que le plantain, il peut faire il est omniprésent, et puis c'est vrai que il peut traiter un nombre de choses incroyables, même si en fait on a on est en pleine nature, on tombe, on n'a pas du Z-Trauma, notre produit. À ce moment-là, vous allez prendre du plantain, vous le mâchez, vous le mettez sur une plaie, c'est incroyable. Ça nettoie la plaie, ça va l'aider à cicatriser, etc., etc. Comment faites-vous pour vous ressourcer, Patrick Martini ? En fait, je suis à côté de Cassis, donc c'est vrai que je fais souvent du paddle. Du paddle. Votre livre de chevet du moment ? Le livre de chevet du moment, je viens de finir Soif de Amélie Nothomb. Votre citation favorite ou une phrase qui vous motive ou qui vous aide ? Alors c'est une phrase en fait qui me suit depuis que j'ai 16 ans, où j'étais à une présentation avec Mère Teresa. On trouve toujours beaucoup de gens pour faire de grandes choses, mais c'est très difficile de trouver des gens qui font des petites choses. Quelle est la question à laquelle vous aimeriez répondre et que je ne vous ai pas posée aujourd'hui ? La question, effectivement, on aurait pu parler plus médicaments et les différences entre un traitement allopathique et un traitement naturopathique, ou une cure, on va dire, naturopathique. Et en parlant de naturopathie, vous le disiez tout à l'heure hors antenne, vous avez créé, vous, une école de naturopathie. Alors on est 18 personnes avec à avoir monté une école de naturopathie sur notamment le site de la ferme des Amanins, qui est la ferme de Pierre Rabhi. Cette école s'appelle Naturilis, et la rentrée est pour le 1er janvier, donc s'il y a des intéressés, regardez sur internet Naturilis. L'école de naturopathie, Naturis, très bien. Et si on a loupé la rentrée, j'imagine qu'on peut intégrer là, puisqu'on est encore dans les temps, l'école au 1er trimestre. Oui, tout à fait. C'est le système est assez flexible. Merci beaucoup, Patrick Martini, fondateur du laboratoire Minty. Vous étiez sur NutriCast aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était très très intéressant ce sujet sur le microbiote dont on va reparler, c'est sûr. Parce que on a vu, c'est très très vaste, on n'a pas eu le temps de tout aborder aujourd'hui, mais on a quand même compris que c'était un élément fondamental et que son fonctionnement était tout simplement extraordinaire. Patrick Martini, merci beaucoup du laboratoire donc Minty. On mettra sur notre site des liens vers le vôtre, comme ça les auditeurs pourront découvrir vos produits et en savoir beaucoup plus encore sur vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission de NutriCast et je vous laisse le mot de la fin, Patrick. Merci beaucoup de vous être déplacé, de m'avoir questionné sur cette question complexe. Et en fait, moi, le mot de la fin, ça serait vraiment que les gens comprennent vraiment notre nature et que on habite une espèce qui n'est pas faite de cellules, qui est un vrai écosystème. Et il faut respecter cet écosystème qui est fait de cellules, de bactéries, de levures. Et c'est ce respect de notre nature humaine qui est un écosystème qui va nous apporter la santé.